En quelques mots, le podcast proposé par deuxièmeavis.fr. Pour mettre des mots sur les mots, nous donnons la parole aux patients, aux médecins et aux associations de patients. À travers leurs témoignages, ce podcast met en lumière des expériences personnelles, l'expertise médicale et le soutien associatif, offrant à chacun une vision complète et éclairée autour de maladies graves, rares ou invalidantes. Le service deuxièmeavis.fr, c'est un avis spécialisé complémentaire en moins de 7 jours, basé sur un dossier médical complet, 100% pris en charge et sans avance de frais. Notre mission, garantir l'accès à l'expertise médicale pour tous. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Stéphane Houdard, oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, qui vient nous parler du cancer de la prostate. Bonjour professeur. Bonjour, enchanté. Comme à chaque début de podcast, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Oui, tout à fait. Je m'appelle Stéphane Houdard. Je suis médecin oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Je suis chef de service de ce service de cancérologie médicale où principalement nous traitons pas mal de tumeurs et principalement des tumeurs urogénitales dont le cancer de la prostate. Merci pour cette présentation. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un cancer de la prostate et quelle est la population la plus touchée? Alors, le cancer de la prostate, c'est une maladie qui se développe au niveau des cellules prostatiques normales et qui, au cours du temps, se dégénère pour former donc une tumeur au sein de la prostate. La prostate, elle est traversée par l'urètre et souvent, donc, lorsque la tumeur apparaît, elle apparaît en périphérie et donne souvent peu de signes cliniques au départ. La façon de détecter un cancer de la prostate, c'est souvent le toucher rectal. Adénome de la prostate, cancer de la prostate. Il y a souvent une confusion sur les deux maladies. Pouvez-vous nous donner la différence? Alors, l'adénome, c'est des cellules prostatiques qui se développent, mais qui sont saines, prennent la zone, en fait, de l'urètre et qui ont un retentissement souvent majeur sur l'élimination de l'urine. Ça donne des dysuries, ça donne des levées nocturnes qu'on appelle des pollakiuries, des urgenturies où le patient donc a envie de faire pipi tout de suite. Et ça obstrue un petit peu les voies urinaires et ça donne envie fréquemment d'uriner. Et entre les deux pathologies, il y en a une maligne et une bénigne. Alors, l'adénome, c'est plutôt bénin, bien sûr. Dans ces cas-là, on va faire une résection pour pouvoir permettre donc l'écoulement des urines correctement. Le cancer de la prostate, c'est une tumeur qui est maligne, qui se développe souvent en périphérie des lobes prostatiques et qui donne des symptômes souvent tardifs. Quels sont les signes qui peuvent évoquer un cancer de la prostate et quels examens sont réalisés pour poser le diagnostic? Alors souvent à partir de 50, 55 ans, 60 ans, donc un homme, devrait se faire suivre par son médecin généraliste et avoir un toucher rectal régulièrement pour voir s'il n'a pas une petite tumeur au sein de la prostate, comme pour une femme pour un cancer du sein ou un cancer du col, qui est suivi plus régulièrement. Un homme, ça devrait être la même chose auprès des urologues, de façon à suivre les hommes qui commencent à avoir l'âge de 65 ans. L'autre façon également de détecter, c'est de faire un PSA, ce qu'on appelle un prostate spécifique antigène, qui se dose dans le sang, c'est un marqueur biologique, et le médecin traitant peut demander ce marqueur et regarder s'il est normal ou pas. S'il est au-dessus de 4 nanogrammes par ml, souvent ça va signer une pathologie prostatique, soit adénome, si le taux n'est pas très très élevé, voire cancer si le taux est très élevé. Donc, dosage des PSA, toucher rectal fréquent, je suppose, une fois tous les ans, par le Oui, médecin généraliste. Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent évoquer, par exemple, à la maison, qu'on pourrait avoir un début de cancer de prostate? Alors oui, tout à fait. Si malheureusement la tumeur a un peu évolué, il peut y avoir des signes, soit des troubles urinaires qu'on peut avoir, des troubles pour aller éliminer pour uriner. On peut avoir des problèmes de sang dans les urines, des sangs dans le sperme. On appelle ça une hémospermie. Si la maladie est plus avancée, on peut avoir des douleurs au niveau des os, parce que le cancer de la prostate peut donner des métastases osseuses et entraîner des douleurs osseuses au niveau du bassin, des épaules, de l'humérus par exemple, et donner des signes tardifs, si je puis dire, de cancer de la prostate avancé. Quels sont les traitements proposés pour le cancer de la prostate et comment se déroule le suivi médical du patient? Alors les traitements vont dépendre un peu de la classification du cancer de la prostate. Si d'abord la maladie est localisée ou métastatique, si elle est localisée, on distingue 3 groupes de patients. Un groupe de patients plutôt de pronostic favorable, un groupe de patients de pronostic intermédiaire et un groupe de patients de pronostic défavorable. En fonction de ce groupe, eh bien, on va proposer soit des traitements de science active, c'est-à-dire
on va pas traiter le patient, on va le suivre annuellement avec des PSA, des touchés rectaux, puis une IRM. Soit on peut lui faire de la curie-thérapie, c'est lui injecter des grains d'iode dans la prostate pour aller irradier la prostate. On lui fait de la radiothérapie externe qui va aller brûler dans les 3 dimensions de l'espace la prostate. Ou alors on peut lui faire de la chirurgie, on va retirer sa prostate en préservant plus ou moins les bandelettes érectiles de façon à ce qu'il puisse garder une sexualité. Ou alors, malheureusement, c'est un peu trop tard et on va faire éventuellement des hormones associées à la radiothérapie si la maladie est localement avancée, ou en phase métastatique pour aller détruire ces cellules tumorales qui sont très dépendantes de la testostérone. Et puis, il y a d'autres traitements dans des conditions métastatiques. Mais je vais vous poser une question bien ciblée que se posent souvent les patients. Dans certains cas, aucun traitement n'est recommandé. Comment rassurer le patient face à cette décision médicale? Alors, si un patient donc, a un petit cancer de la prostate, il dit j'ai un petit cancer, c'est une petite tumeur, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle le score de Gleason, ce qui est un score d'agressivité tumorale, si on voit qu'il est à 6 sur 10, c'est plutôt de bons pronostics. Si on voit que le PSA est pas très élevé et que le patient n'a pas de symptômes, et qu'en plus il veut garder sa sexualité, on peut se dire, très bien, à ce moment-là, monsieur, on va vous suivre régulièrement, ce qu'on appelle une surveillance active. On ne l'a pas laissé rentrer à la maison et le revoir dans 10 ans. On le suit annuellement. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces examens donc annuels? On fait un toucher rectal, on fait un dosage du PSA, on fait une IRM et on fait des biopsies chaque année de façon à voir si la maladie a évolué ou pas sur le plan histologique. Si la maladie n'a pas évolué, on va dire au patient, on vous revoit dans 1 an. Éventuellement, comme ça, on peut suivre un patient pendant 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, sans du coup être agressif sur le plan thérapeutique, puisque le patient va garder sa prostate, va garder sa sexualité, pourra donc avoir des rapports intimes et que ça n'impacte pas sur sa qualité de vie. Également, vous venez de le dire et je refais un petit focus dessus. Pour de nombreux patients, l'impact sur la vie sexuelle et les troubles urinaires sont une grande préoccupation. Que pouvez-vous leur dire à ce sujet? Alors, si un patient a un adénome de la prostate, une maladie bénigne, là, on peut aller passer un petit tuyau pour aller réséquer en fait le morceau de prostate qui bloque en fait les voies urinaires. On fait une résection donc de la prostate, il n'y a pas de problème particulier. Ou alors, si une patient donc a un cancer de la prostate, c'est différent. S'il va être opéré de sa prostate et que la maladie est intraprostatique, ne va pas donc à l'extérieur de la prostate, on peut faire une chirurgie qu'on appelle radicale, mais qui va essayer de préserver les bandelettes érectiles d'un côté ou de l'autre, pour préserver donc une fonction sexuelle satisfaisante. Ça, c'est le chirurgien peut vraiment peut faire ce geste-là en toute sécurité. Lorsqu'on essaie de préserver les bandelettes érectiles, il y a plus de risques de passer en marge tumorale éventuellement. Et derrière, éventuellement, on peut faire de la radiothérapie complémentaire de façon à éviter que la maladie reparte par derrière. Donc, sur le plan sexuel, il y a des moyens soit de préserver les bandelettes érectiles lors de la chirurgie, soit après, si malheureusement il a fallu retirer ces bandelettes, d'accompagner le patient avec un sexologue pour pouvoir lui donner soit des traitements qui lui permettent de restituer donc une rigidité de la verge, également avoir des traitements un peu comme le Viagra ou autres qui permettent d'avoir des rapports intimes avec sa partenaire. Et concernant les pertes urinaires, qui est aussi l'une des deux craintes des patients. Alors, sur les troubles urinaires, déjà, donc, au départ, le patient va référer auprès de son urologue pour des troubles urinaires qui vont certainement disparaître avec un traitement adapté en cas d'adénome et en cas de cancer de la prostate également avec les traitements qu'on lui propose, notamment, je pense à l'hormonothérapie. Ces problèmes urinaires, ils peuvent arriver s'il y a une chirurgie, éventuellement, qui se passe pas forcément très bien, ou s'il y a la radiothérapie qui va un petit peu irriter donc la vessie devant. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à en reparler à son urologue, de façon à voir s'il n'y a pas des moyens de façon à préserver ou à renforcer le sphincter du pelvis, au niveau du pelvis, rectal, également vésical, de façon à redonner une sorte de force en post-opératoire au patient, de façon à bien contracter sa vessie. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut proposer aux patients, de façon à retrouver une certaine continence, notamment vésicale. Mais ça, il faut vraiment en parler à son urologue. Quelles sont vos recommandations pour le dépistage précoce du cancer de la prostate et y a-t-il des actions à mettre en place pour prévenir cette maladie?
On ne parle pas de dépistage en France puisque l'ARS a refusé d'accepter en fait ce dépistage précoce, notamment chez les hommes. Vous savez que chez les femmes, on propose le dépistage notamment pour le sein, pour le col, également pour le côlon. C'est un peu dommage parce que dans les études qui ont été faites au niveau international, on a mal compris ce qui se passait entre les études américaines puis les études européennes et puis finlandaises. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce n'est pas recommandé. Donc, par contre, ce qui est recommandé, c'est que le médecin traitant, lorsqu'il voit un patient qui commence à être un petit peu âgé, à plus de 60-70 ans, voire un peu plus, en tout cas 60-70 ans, lui recommander donc un dosage de PSA si son espérance de vie est de plus de 10 ans. Ça, c'est vraiment important. Donc, si cette personne, ce monsieur, donc, a une espérance de vie de plus de 10 ans, on peut faire un dosage du PSA, voir un petit peu où est-ce qu'il en est, et de ce fait, à mettre en place une stratégie, si le PSA est élevé, de façon à faire en sorte que le patient puisse garder la meilleure qualité de vie possible, tout en étant traité de sa pathologie prostatique. Et y a-t-il des facteurs de risque, comme pour d'autres cancers? Alors, il y a des facteurs de risque. Malheureusement, c'est large pour les hommes. Plus on est âgé, plus on a un risque élevé de cancer de la prostate. On dit qu'à 100 ans, un homme a 100% de chance d'avoir un cancer de la prostate. Et en même temps, les autres facteurs de risque sont l'origine afro-antillaise. Les gens qui sont traités par des pesticides, notamment, je pense à la chlordécone qu'on utilisait beaucoup, notamment pour les bananiers à la Martinique, par exemple. Donc, tout ça peut favoriser un cancer de la prostate, et puis les gens aussi qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate, je pense notamment à des gènes BRCA1, BRCA2 qui peuvent être des gènes qui provoquent, en tout cas qui facilitent l'arrivée du cancer de la prostate. Donc tout ça, tous ces facteurs de risque contribuent au cancer de la prostate. Merci professeur d'avoir répondu à toutes nos questions. Auriez-vous un petit mot pour la fin pour les patients? Alors oui, j'ai un petit mot pour la fin, en ce sens qu'il y a plein d'histoires dans le cancer de la prostate, notamment métastatique. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais les cancers de la prostate métastatique, il y a plein de traitements nouveaux qui sont sur le marché. Les hormonothérapies, les chimiothérapies, les traitements ciblés, notamment qui vont cibler un certain nombre de gènes. Tout à l'heure, on a parlé, BRCA1, BRCA2. Il y a les traitements vectorisés, notamment de radiothérapie, qu'on appelle le lutécium, le radium-223. Et puis plein de nouvelles molécules qui arrivent également donc dans cette pathologie, qui font que il y a 30 ans, on traitait uniquement ces patients avec une hormonothérapie toute simple. Aujourd'hui, on a un arsenal thérapeutique qui s'est considérablement développé et qui font que cette maladie est curable un jour pour nos patients, vu l'arsenal qui s'amplifie chaque année sur le plan thérapeutique. Donc beaucoup d'espoir pour le cancer de la prostate. Exactement. Merci pour votre temps et pour votre engagement à nos côtés, professeur. Et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode avec le professeur Houdard. Si cet échange vous a apporté des réponses et vous a éclairé, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange, un nouveau regard médical sur En quelques mots.